Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau topo. Aujourd'hui, nous allons parler des précautions complémentaires. Tout d'abord, je vais vous définir ce que sont les précautions complémentaires. Ensuite, nous allons parler du côté pratico-pratique, comment est-ce que ça fonctionne sur le terrain. On va aborder, si jamais on a un petit doute, comment faire. Et enfin, on parlera d'un point bonus. Alors, je tiens à vous préciser que les précautions complémentaires en cette année 2024 fait partie des IQSS. Les IQSS qui sera la vidéo à venir, indicateur qualité sécurité des soins. Qu'est-ce que sont les précautions complémentaires? Alors, les précautions complémentaires, elles désignent, selon le manuel de notre certification HAS, les mesures d'hygiène à réaliser en complément des précautions standards afin de prévenir la transmission de certains micro-organismes pathogènes. Donc les précautions complémentaires, je veux que vous vous dites c'est un autre bouclier qui permet de lutter contre les infections nosocomiales. Et ce bouclier-là, vous avez votre épée, c'est les précautions standards. Et votre bouclier, c'est quand il y a un micro-organisme qui est encore plus puissant, et vous mettez en plus de l'épée le bouclier, et ce bouclier-là, c'est les précautions standards, voilà, complémentaires, pour vous imaginer un petit peu la chose. Donc, les précautions complémentaires, finalement, il y a 3 familles. La famille contact, la famille R et la famille gouttelette. On va parler tout d'abord de la famille contact. La famille contact, ça va être par exemple un patient qui va avoir un Clostridium difficile, qui va avoir la gale, qui va avoir finalement des micro-organismes qu'on peut transmettre de façon manuportée. Donc du coup, comment est-ce que ça va se passer pour un patient qui a une précaution complémentaire contact? On va suivre une dynamique de marche en avant, c'est-à-dire qu'on termine par le patient qui est en précaution complémentaire contact. On va utiliser du matériel dédié. Par exemple, un tensiomètre, vous allez le laisser dans la chambre du patient pour vraiment essayer de ne pas transmettre, par exemple, vous prenez la tension, si le patient a la gale, on n'a pas envie de passer la gale du tensiomètre au voisin, d'accord? Si jamais il y a du matériel qui ne peut pas être dédié au patient, je pense notamment aux électrocardiogrammes, ou je sais pas, vous êtes en réanimation et il faut faire une échographie particulière, vous allez réaliser un double bio-nettoyage du matériel. Il va y avoir également un double bio-nettoyage de la chambre, c'est-à-dire que le bio-nettoyage, va être réalisé une fois le matin et une fois le soir. On va essayer de limiter les visites et les mouvements du patient, donc ça c'est applicable pour chaque catégorie, chaque famille de précautions complémentaires. Et c'est un premier check-up des précautions complémentaires contact. Ensuite, nous avons la famille R. Alors, c'est très souvent où les soignants me disent « Oh là là, alors je suis perdue, R, gouttelette, je confonds tout le temps, je sais jamais lequel est lequel, quel masque il faut mettre. » Ok, moi, le moyen mnémotechnique que je vous donne, c'est que R, nous, les soignants, on va porter un masque FFP2. Donc, les masques FFP2, autrement les becs canards, si vous prenez comme ça, vous renversez, ça fait un A. Et moi, ça me fait penser à R. Voilà, c'était un moyen mémotechnique que je m'étais trouvé au début. Donc, ça peut être les patients qui ont la rougeole, qui ont la tuberculose, qui ont la varicelle. Finalement, ce sont des micro-organismes qui vont rester comme ça dans l'air, comme leur nom l'indique. Donc pour cela, ça va être important de mettre donc, le masque FFP2. Si le patient doit sortir de sa chambre, il va porter lui un masque chirurgical. Et ça va être très important si vous êtes dans un service d'hospitalisation conventionnelle d'aérer la chambre. Parce que comme on comprend que les germes sont comme ça dans l'air, imaginez-vous comme des petits flocons de neige en fait qui sont en train de tomber.
bah là c'est pareil, c'est important de renouveler l'air. En réanimation, au bloc opératoire, il y a un système prévu qui fait un renouvellement de l'air tout seul avec plusieurs litres par minute. Alors je me souviens plus exactement du chiffre, mais c'est conçu pour en stérilisation, c'est pareil. Il y a un monitoring de l'air en fait qui est particulier pour éviter tout ce qui est infection. Bon, en on n'aura pas de patients avec de la tuberculose, mais voilà, c'est juste pour vous dire que bloc opératoire, réanimation, il y a un renouvellement de l'air. Et en service de médecine conventionnelle, bah en fait, c'est à nous d'ouvrir la fenêtre, tout simplement. Je me rappelle quand en pneumo, ça faisait toujours hurler les filles. Ah, mais alors, il caille et tout. Bah ouais, mais bon, les filles, on a des tuberculeux là. Protégeons-nous en aérant. La dernière famille, c'est la famille des gouttelettes. Donc les gouttelettes, en fait, ça va être les patients qui ont la grippe, qui ont la coqueluche, qui ont des infections à méningocoque. Comment est-ce que ça va se passer? En fait, c'est vraiment par les postillons, soit de manière directe, le patient, il vous parle et en fait, vous recevez un postillon au niveau d'une muqueuse, soit par contamination indirecte, c'est il y avait un postillon sur la table, vous avez touché, vous êtes touché, voilà, et vous contaminez comme ça. Donc pour ça, cela nécessite de porter un masque chirurgical. Essayez pareil de limiter les visites encore une fois et les mouvements du patient. Pour autant, c'était une question qui m'avait été posée par des soignants et qu'on avait demandé à l'EPRI. Ça ne doit pas limiter les prises en charge sauf contre-indication absolue, mais ce n'est pas parce que le patient est en précaution complémentaire que cela doit interdire une prise en charge avec les kinésithérapeutes. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on m'a déjà posé comme question. Ok, donc votre patient, il nécessite des précautions complémentaires. Comment est-ce que ça marche? Je tiens à vous rappeler que les précautions complémentaires, ce sont des prescriptions médicales. On a bien vu que c'était quand même contraignant de dire bah non, en fait, là, vous pouvez avoir qu'une visite, il faut limiter les visites, il faut laisser la porte fermée. Donc, voilà, c'est une prescription médicale. Une fois que la prescription médicale, elle va être faite par le médecin, et ça, le fait de la prescription et de la validation par les soignantes avec information du patient, ça fait partie de l'IQSS. Enfin, je crois que c'est vraiment juste la prescription médicale. Voilà, le médecin, il va vous informer, il va vous dire. Nous, notre job, ça va être de valider dans la pancarte. Ça, pour notre établissement, ça prend effet sur tout le temps de l'hospice. Avec, très important, donc l'affichage de la mesure de précaution, parce que l'affichage, ça va être déjà pour nous ne pas oublier que, ah oui, c'est vrai, en fait, il a cette mesure de précaution, mais on pense aussi à toutes les équipes transverses, le CLUD, les kinés, les brancardiers, les cadres de santé, que sais-je, voilà, l'équipe des soins palliatifs qui peuvent passer, donc ça va être les familles, bien entendu. Voilà, donc ça va être un moyen d'information qu'il faut mettre ces mesures de protection en plus. Ok, et celui qui va être vraiment très 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 important à avertir, celui qui est acteur de sa prise en charge, ça va être le patient, de bien lui expliquer, parce que sinon vous pouvez avoir des situations où vous mettez des précautions complémentaires et le patient il va super mal le vivre parce qu'il dit mais attendez, mais pourquoi est-ce que vous habillez comme ça, voilà, et voilà. Toujours la même chose, hein. Les situations qui peuvent être un peu tendues, c'est souvent lié à des défauts de communication ou d'information. Donc nous, notre job, ça va être aussi d'informer le patient en collaboration avec l'équipe médicale. La signalisation sur la porte, nous en avons parlé. Chambre seule, voilà, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est un patient tuberculeux, on ne va pas le mettre en chambre debout. Enfin, voilà. Donc chambre seule, et parfois on peut avoir des regroupements dans certaines situations. On va essayer en fait de mettre les patients ensemble sur un même secteur géographique. Par exemple, vous avez une aile et une autre aile. Il y a des fois où les médecins vont nous demander de faire un regroupement géographique pour éviter justement la dissémination dans vraiment tout le service. Et donc limiter les visites, on en a parlé également. Alors, si on a un doute, que faire? Parce que il peut y avoir quand même, enfin, il y a beaucoup de pathologies finalement qui nécessitent des mesures de précaution complémentaires. On se rappelle que nous avons l'équipe de prévention du risque infectieux, l'EPRI, qui est là pour nous aider si nous avons un doute.
Ensuite, on a un tableau récapitulatif qui nous a été fourni dans le service par les prix, qui est hyper pratique, c'est-à-dire que vous avez vraiment un sum-up, un résumé de toutes les pathologies que vous pouvez avoir, avec quelles mesures de protection cela nécessite. Voilà, donc ça c'est pratique, et avec l'affichage pour qu'on évite de se tromper. Ensuite, on peut aussi se rappeler que nous avons la gestion documentaire, la GED, qui est là pour nous aider, où on a des protocoles qui sont accessibles et qui sont disponibles. Donc, par exemple, celui du Clostridium difficile, vous allez sur la gestion documentaire et vous allez avoir vraiment toute la littérature sur la gestion d'un patient qui a un Clostridium difficile. Donc, on a beaucoup de moyens à notre disposition. Pour finir ce topo, je voudrais juste vous parler d'un petit point bonus parce que c'est super top de faire tout ça d'équerre dans le service. Mais n'oublions pas que nos patients, ils bougent. Dans le sens où si j'ai un patient qui va au bloc opératoire, si j'ai un patient qui va en radio interventionnelle, et bien en fait, c'est important de faire des transmissions aux services qui vont accueillir notre patient dans sa prise en charge. Donc de bien prévenir si le patient il nécessite d'une précaution particulière, voilà, de faire la transmission pour ne pas prendre le service au dépourvu. Et bien entendu, si le service n'a pas l'information et que par exemple il n'a pas fait le double bio-nettoyage et qu'on contamine un patient après, c'est vraiment embêtant. Donc voilà, il faut être bien attentif à notre communication finalement interservice. Voilà, c'était le petit point bonus que je voulais aborder et dont on ne parle pas forcément, mais qui est pourtant aussi hyper important. Et je sais qu'aujourd'hui, les activités, elles peuvent être tellement intenses que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier. Et non, il faut qu'on soit hyper importante. Faisons des macro-cibles de service, c'est très important. Je vous remercie encore une fois de votre attention. J'espère que cette vidéo, elle aura pu éclaircir les précautions complémentaires, parce que je sais que c'est pas évident au début quand on connaît pas. C'est un sujet qui peut être un peu délicat. Maintenant, vous allez devenir des vrais pros des précautions standards, des précautions complémentaires. Et surtout, j'espère qu'on mettra tout en place pour que nos patients ne contractent pas d'infections nosocomiables et facilement évitables finalement. Merci à tous et bonne soirée. Ciao.